Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Pro-Ciné Critique, je sors tout juste du cinéma, où je suis allé voir Godzilla 2, Roi des monstres, nouveau volet du Monsterverse après le Godzilla de 2014 réalisé par Gareth Edwards et le Kong Skull Island de 2017. Et fatalement, sans surprise, ce Godzilla 2 fait la suite presque direct, enfin 5 ans après, du Godzilla de 2014, mais avec un casting radicalement différent. Si ce n'est deux personnages qui reviennent, le scientifique japonais Ichiro Serizawa, joué par Ken Watanabe, donc un des responsables du Monarque, et vite fait l'amiral, sorte de militaire en chef du premier volet, joué par David Stratton. Sinon, le reste, eh ben, c'est du nouveau. Et on y retrouve entre autres Kyle Chandler, Vera Farmiga qui joue le couple de docteurs, les Russell, Mark et Emma Russell, mais séparés depuis les événements de 2014. Leur fille Madison, jouée par Millie Bobby Brown, que les amateurs de Stranger Things connaissent mieux sous le nom de Eleven. Il y a également Bradway Whitford, qui ne sert pas à grand chose dans le film, tout comme Sally Hawkins, oui quand même, une actrice qui a été tête d'affiche de La forme de l'eau de Guillermo del Toro, ici elle a un rôle très secondaire. Et le grand méchant du film est joué par un certain Charles Dance, Tywin Lannister dans Game of Thrones, ou Benedict dans Last Action Hero, et forcément, encore une fois, il joue un bad guy, comme à peu près tout le temps dans sa carrière, j'ai l'impression. Et il y a aussi l'actrice chinoise Zhang Zi, qui a été reconnue notamment par Tigre et Dragon, si je ne me trompe pas. Et tout ce beau monde est donc réuni 5 ans après les événements de San Francisco, qui a vu la bataille finale entre Godzilla et les Mutos, et la grande victoire de Godzilla, mais une victoire apocalyptique, parce que la ville de San Francisco a été totalement détruite, ou presque, et le départ de Godzilla en sauveur de l'humanité. Sauf que voilà, en fait, le couple des Russell, qu'on voit en flashback au début du film, il a perdu un de ses enfants, le fils, Andrew, et a du mal à s'en remettre. D'ailleurs, depuis, ils se sont séparés. La sœur, donc leur fille, a grandi, Madison, mais depuis, le père et la mère sont allés dans des directions opposées et on va dire, ont eu des ambitions différentes au fil des années concernant donc ces titans, ces monstres qui ressurgissent je sais pas, des sous-sols de la Terre, machin. On a eu donc Godzilla et les Mutos dans le premier film, et là, c'est assez fou parce que j'ai l'impression ils ont balancé tous les monstres d'un coup. Bon, évidemment, il y a les 4 principaux, dont les 2 principaux, les alphas, les rois et tout, qui vont s'affronter en tant que combat ultime et tout. Mais ils ont un petit peu fait popper tous les titans en même temps pour des raisons que je vais expliquer un peu plus loin dans le synopsis et dans les détails du film. Mais ça m'amène à dire quelque chose, c'est que visuellement et spectaculairement parlant, ce film catastrophe, film de monstre, j'avais déjà expliqué à quel point j'aimais ce genre-là en mode entre guillemets plaisir coupable, même si ça veut rien dire, dans ma vidéo sur Godzilla de 2014. Mais franchement, à ce niveau-là, j'ai un peu l'impression d'avoir vécu un aboutissement. J'en ai jamais pris autant dans la gueule. C'est extraordinairement jouissif et je me suis fait à ce niveau-là une expérience cinéma que je ne suis pas prêt d'oublier. Ça pourrait avoir tendance à me faire avoir un avis biaisé sur ce film. Mais j'ai quand même des petites réserves. Ça va m'empêcher de mettre peut-être cette œuvre au-delà de toute comparaison et tout par rapport à tout ce qui est sorti cette année. Fort heureusement, j'ai envie de dire, parce que j'aurais vu ce film il y a 15-20 ans. Bon, voilà quoi. Mais il faut raison garder. Cependant, quand même, il faut le dire, effets spéciaux, lumière, son, le côté grandiose, la mise en scène à ce niveau-là, c'est gigantesque. Ça porte bien son nom. C'est un film de géants, de monstres. Et il s'assume en tant que tel. C'est génial. Voilà, ça c'est dit. Après, voilà, je parlais de l'histoire, donc les Russell qui vont être amenés à s'affronter, plus ou moins. Bon, ils se sont séparés. Et ils ont des ambitions différentes. Le père, en gros, il a envie de se venger de Godzilla qui a tué son fils, selon lui. Comme ça, on va d'ailleurs le chercher une fois qu'on apprend que son ex-femme, ou sa femme, je ne sais pas s'ils sont divorcés en fait, mais bon, sa femme et sa fille ont été kidnappées par le grand méchant, voilà, du film, donc joué par Charles Dance, parce que pendant que, en fait, la mère, elle, pour faire simple, elle travaillait sur un système de sonar écho, un peu comme on écoute les conversations des baleines ou des dauphins, afin de permettre de calmer les titans. Voilà. Son but, c'était d'aller à peu près partout où
la monarque faisait un petit peu des expériences et avait trouvé les titans pour en gros les garder en sommeil ou les contrôler afin qu'ils évitent de se propager partout sur la surface de la Terre. Et avec cette machine, elle avait l'air donc de pouvoir les contrôler. Sauf que le grand méchant arrive, qui est un éco-terroriste. Alors ça, c'est enfoncer les portes ouvertes en ce moment dans les films du genre. C'est que, en gros, on remet le problème climatique au centre du problème de certains films. C'est pas plus mal aussi, c'est d'actualité. Voilà, le cinéma parle toujours d'actualité, quand on y pense. Mais voilà, un éco-terroriste qui veut prendre donc cette machine et pouvoir contrôler les titans et même les faire venir volontairement sur la planète afin de rétablir un certain équilibre sur la Terre, puisque selon lui, les êtres humains sont la cause d'une probable extinction de masse à venir. Voilà, et donc peut-être que ces titans permettront en gros de réguler la surpopulation et compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Et on apprend très vite, et ça c'est un gros problème du film selon moi, mais bon, pourquoi pas, que la Dr. Russell, la mère, jouée par Vera Farmiga, est de mèche avec cet éco-terroriste, sauf que c'est amené de façon très étrange, c'est elle qui va réveiller le grand adversaire de Godzilla, on va en parler des monstres après, et ça tombe presque comme un cheveu sur la soupe, tant et si bien qu'on est là et qu'on. C'est pas qu'on ne comprend pas, c'est qu'on est là, on se dit ouais, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Ah d'accord, machin, oh, ah ouais. Et puis la fille à côté, elle est là, elle dit ah ok maman, ah bah vas-y, en fait. Puis après, non, mais t'as fait n'importe quoi. Et là, c'est là où on se rend compte que ce film, à vouloir se centrer sur les monstres, parce que c'est clairement ça, les personnages principaux, c'est les monstres. Les êtres humains derrière, ce ne sont que des rôles secondaires qui subissent ce que les monstres font. C'est clair. Encore plus qu'au premier film, je trouve. Et ça s'assume, donc c'est peut-être moins grave que par rapport au premier film. Mais bon, bref, n'empêche qu'ici, les motivations et les ambitions de l'un ou de l'autre paraissent pas vraiment très claires. Ok, elle fait ça pour son fils, soi-disant, mais elle a peut-être oublié qu'entre-temps, c'est Godzilla qui a tué son fils. Enfin, comme le père pense que c'est Godzilla qui a tué le fils, enfin, c'est compliqué, parce que Godzilla n'a pas tué leur fils. Malheureusement, on va dire, les dommages collatéraux de la dernière bataille du premier film. Mais voilà, je ne sais pas, elle est mue d'une vengeance particulière. Elle se permet de se dire, tiens, je vais pouvoir contrôler aussi avec mon ami éco-terroriste l'avenir de la planète en utilisant les titans pour se débarrasser d'une partie de la population de façon complètement random comme ça. Bon, j'avoue que voilà, c'est particulier. Et puis en face, du coup, il y a des scientifiques avec la monarque et tout qui vont essayer d'arrêter ces personnes-là. Et entre-temps, Godzilla revient, puisqu'il a compris la menace, il a entendu les échos et tout, et que donc la docteur Russell a la très bonne idée de réveiller un des titans, mais pas n'importe lequel, le monstre zéro, l'alpha, King Ghidorah, rien que ça, une sorte de dragon hydre à 3 têtes, un truc hyper impressionnant, qui était l'ennemi juré de Godzilla dans l'ancien temps. Et forcément, Godzilla, en sentant cela, il revient et on va donc assister à l'affrontement entre les deux monstres pendant les 2 tiers du film. Bon, en fait, qu'est-ce que je reproche à ce film? Parce que je vous ai dit ce que j'ai aimé, le côté visuel. On y reviendra aussi, les bastons et tout, c'est super bien fait. Mais en fait, il y a un problème de rythme dans ce film. Pour faire simple, le premier tiers est l'exposition donc des personnages qui au final ont, on va dire, des ambitions particulières et pas forcément des explications intéressantes derrière, mais bon, à la rigueur, on s'en fiche. C'est un petit peu plan-plan, ça met du temps à se mettre en place, et j'ai failli ne pas rentrer dans le film, clairement. Je mets bien 40-45 minutes pour être dedans, et à un moment j'étais là en disant oh là là, c'est un peu pâteau et tout. Jusque même enfin, il y a une première bataille entre Ghidorah et Godzilla, je crois que c'est en Antarctique ou pas loin en tout cas, qui me paraissait assez flou. C'est pas forcément bien exploité, je trouve. Heureusement, il y en aura d'autres derrière qui seront géniales. Et là, j'étais en mode, voilà quoi. Mais après ça, c'est l'orgie visuelle et tu oublies les personnages et leurs ambitions, leurs décisions, les conséquences et tout. Tu les oublies parce que, en gros, le film laisse la place aux monstres. Et c'est ce que veut, d'ailleurs, faire Michael Dougherty là-dessus, c'est évident. Mais du coup, j'ai envie de dire, pourquoi tant de personnages? Il y a une dizaine de personnes là-dedans,
dont beaucoup ne servent à rien. Il y a du comic relief secondaire assez étrange. Par exemple, il y a un des scientifiques aux cheveux blancs avec des lunettes que j'ai trouvé sympa dans ses répliques, mais qui fait que des blagues en mode qui est impressionné par tout ce qui se passe et tout. Il y a même un Afro-Américain comic relief vite fait aussi parmi les militaires. Il y a des petits trucs comme ça bon, qui donnent de la pêche au dialogue et tout, mais ça ne sert strictement à rien, d'autant plus que finalement dans le film, les personnages sont déjà d'ensemble secondaires. Et on ne fait que s'intéresser, bon, dans le dernier tiers, c'est d'une évidence absolue, aux monstres et aux combats donc entre Godzilla et Ghidorah, oui, mais pas que, et leurs alliés. Parce qu'en fait, Godzilla se trouve un allié en la personne d'une mythe géante, non pas d'une mythe, d'un papillon géant qui s'appelle Mothra. Pourquoi une mythe? Parce qu'en anglais, mythe c'est moth, papillon de nuit en fait. Voilà, papillon de nuit, pour être précis. euh, qui va être une sorte de lumière, qui apparaît d'ailleurs comme un ange et tout, avec une grande clarté et tout, qui va être donc euh, l'aide de Godzilla dans un combat contre Ghidorah et ses trois têtes, une sorte d'hydre, puisqu'à un moment d'ailleurs on coupe une tête et elle repousse, et associé à un oiseau de feu, l'oiseau démon qui s'appelle Rodan, je crois, qui naît d'un volcan, et c'est l'orgie. Et c'est d'autant plus l'orgie qu'en parallèle, il y a tous les titans qui se réveillent, et on les voit vite fait en fond, une sorte d'araignée géante, une sorte de mammouth géant aussi, enfin, c'est un peu le merdier là-dessus. Et c'est l'ultime, c'est le paroxysme du film catastrophe apocalyptique et de monstres. Clairement, à la fin, on ne voit plus que ça et on se désintéresse du reste. En mode atomique, en mode on va sous l'eau, on va dans les airs, on va dans la terre, ça va partout, dans tous les sens. Et c'est super bien fait là-dessus. D'ailleurs, la mise en scène, c'est assez fou parce qu'elle met en avant le gigantisme de ces monstres-là. Et elle rapetisse les hommes au maximum, qui ne sont vraiment que des fourmis dans cet enfer qui est devenu la Terre, le temps donc, des différents combats entre Godzilla et Ghidorah. Et moi, j'ai apprécié cela parce que finalement, au final, le film se justifie à ce niveau et justifie le fait que le scénario soit assez simpliste ou même mal amené du point de vue de ces personnages, de ces êtres humains qui ne font grosso modo que n'importe quoi, qui essayent de survivre, ou qui essayent de se venger de la mort de leurs proches, etc., etc. Il n'y a guère au final, encore une fois, que le personnage scientifique, donc le docteur Serizawa, joué par Ken Watanabe, qui a une grande profondeur humaine, et d'ailleurs qui va faire une action dans le film qui m'a touché personnellement. J'en ferai peut-être une petite partie spoiler pour expliquer cela. Voilà, donc finalement ce film a des défauts dans le rythme, clairement, dans le scénario et dans ses personnages, mais ça malheureusement je pense que c'était inévitable. C'est pour mettre les monstres en avant et donc mettre en avant le côté positif de ce film sur le plan spectaculaire et visuel. Les combats, alors hormis ce premier combat entre Godzilla et Ghidorah, tout le reste c'est génial. Il n'y a rien à dire. L'utilisation de Mothra est particulière quand même, si ce n'est sur le dernier acte. Elle met du temps à arriver, la reine des monstres, grosso modo. On voit d'ailleurs une relation qui naît entre Godzilla et Mothra, c'est assez particulier ça aussi, je ne sais pas où ils veulent en venir là-dessus, mais bon, pourquoi pas. C'est pour montrer la symbiose entre les espèces peut-être, mais bon, pourquoi pas. Et donc, le design de Ghidorah est d'un premier abord particulier, mais après quand il se dévoile dans toute sa grandeur, c'est génial. Tout simplement grandiose, et Godzilla, voilà, fidèle au premier film, rien à redire là-dessus. Et en plus, dans ce film, il se transforme en Super Saiyan carrément, donc pour des raisons particulières que je vais expliquer en spoiler. C'est assez superbe, voilà. Il y a aussi cet oiseau de feu qui va super vite, voilà, ouais, qui fait bien flipper quand même. Et toutes ces petites fourmis, alors, autant les hommes sur Terre sont des fourmis, autant les militaires dans les airs avec les hélicos et tout sont des insectes, quoi. Tout se fait balayer par la grandeur de ces titans venus d'ailleurs, ou venus d'un ancien temps, pour être exact. Voilà. Et donc, d'ailleurs, là-dessus, ce qui m'a plu, et là-dessus, je pense que Michael Dougherty est allé encore plus loin que Gareth Edwards, c'est que le côté Lovecraftien est encore plus assumé. D'ailleurs, il y a un passage qui se passe en Antarctique, clairement. Donc là, évidemment, Les Montagnes Hallucinées, l'une des œuvres phares de Lovecraft, on ne peut penser qu'à cela.
Et évidemment, tous ces grands anciens qui sortent de nulle part pour reprendre ce qui était à eux avant, donc la terre. Ils reprennent possession, grosso modo, de cette terre qui leur a appartenu pendant des millions d'années, il y a des milliards d'années peut-être, je ne sais pas. Voilà, c'est bien amené. Et c'est sûr que niveau fan service me concernant, il y a à peu près tout là-dedans pour que j'apprécie. Mais voilà, le rythme du début de film, les personnages qui finalement, ils ont le mérite d'être là pour être secondaires et faire avancer une histoire, mais franchement, il y a rien à en tirer, grosso modo. Le méchant hyper stéréotypé, l'éco-terroriste, qui en fait, d'ailleurs, on ne sait pas, enfin, je sais même pas ce qui lui arrive à ce personnage. Ah, c'est même pas un spoiler de dire ça, je sais même pas comment son arc se finit dans le film, c'est dire. Bref, et puis bah la mère, le père, voilà, la fille, bon, Millie Bobby Brown se débrouille bien, fille courageuse, machin, qui va aller à l'encontre des projets de sa mère, machin, tout ça, un petit peu prise entre deux eaux entre le père et sa mère, donc, ouais, mais c'est pas exploité. Et puis, au final, les acteurs, pareil, ils font le boulot, ils récitent leur texte, tout simplement. Alors ça passe, hein, c'est des pros, il n'y a rien qui choque vraiment, mais c'est pas génial, quoi. Il y a même Ken Watanabe, hein, des fois c'est un peu spécial. Mais heureusement, son personnage ayant plus de profondeur, c'est intéressant. Finalement, celui que je préfère dans le film, c'est ce scientifique aux cheveux blancs et aux lunettes, dont j'ignore totalement le nom, et qui est intéressant parce que il y a un comic relief qui est pas mal bien placé parfois, même s'il y a des moments où c'est lourd, mais fatalement, parce que ça revient souvent. Mais voilà, sinon, le reste... voilà. Sinon, hein, petite partie spoiler quand même, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur les révélations qu'on a autour de ces monstres, voilà, par exemple. Et sur la fin, parce que le grand final est extraordinairement jouissif, il faut que j'en parle un peu, mais là je suis obligé de faire du spoiler. Donc spoiler, arrêtez là si vous n'avez pas vu le film et courez aller le voir si vous aimez le spectaculaire et le grandiose. Donc spoiler pour dire que, bon déjà à la fin, donc je disais que Godzilla se transformait en Super Saiyan parce qu'en fait il a été rechargé nucléairement après avoir été quasiment laissé pour mort. Alors c'est pas facile à expliquer, mais à un moment l'armée arrive, sortie de nulle part, parce que de toute façon fuck la cohérence sur les personnages et sur les actions des humains dans ce film. Ils arrivent avec une bombe destructrice d'oxygène, je crois, et ils balancent ça donc sur Ghidorah et Godzilla pour les tuer et mettre fin au combat. Ok. Sauf que ça ne marche pas sur Ghidorah, et ça marche sur Godzilla qui s'écroule dans les fonds sous-marins et qui est laissé pour mort. Mais il n'est pas mort, le bestiau. Il a réussi en dernière énergie à se faufiler dans la terre creuse. Ah oui, parce qu'il ressortent la théorie de la terre creuse là-dedans. Voilà, ça me rappelle que j'avais vu Iron Sky 2 il y a quelques jours et qu'on en reparlait. Mais la théorie de la terre creuse, où c'est là que Godzilla, en fait, s'était réfugié pendant des millions d'années à se régénérer et tout, il va sur son trône, clairement, dans une cité sous-marine où des gens, les premiers hommes, envouaient un certain culte à Godzilla, qui était leur dieu. Et là, on pense directement à l'Atlantide, une civilisation bien antérieure aux Égyptiens et tout. Et il y a une référence, c'est pas cité, hein, mais c'est clairement l'Atlantide, c'est net. Ça va peut-être renforcer l'univers du Monsterverse là-dessus, avec peut-être un jour une histoire, pourquoi pas un préquel sur ces premiers hommes et Godzilla. Allez savoir, remarquez, ça sera intéressant, parce que là, visiblement, on avait une civilisation avancée avant qui vénérait Godzilla qui était là. Bref, il va se régénérer là, et Ken Watanabe, enfin son personnage, le Dr Serizawa, va, parce qu'ils peuvent pas le faire autrement, il va avec une ogive nucléaire se sacrifier, la faire exploser sur Godzilla pour le régénérer, et encore plus puisqu'il va transformer après en Super Saiyan, rechargé à bloc atomiquement pour vaincre Ghidorah à la fin. Et la notion de sacrifice dans ce film, du coup, elle est décuplée par un personnage japonais qui va se sacrifier en se faisant exploser avec une ogive nucléaire. Pour un personnage qui a d'ailleurs perdu sa famille dans les bombes atomiques d'Hiroshima ou Nagasaki, la symbolique est très forte. Et c'est là où j'ai trouvé ça très émouvant. Alors oui, c'est cliché, mais j'ai trouvé ça super bien amené, vraiment touchant, notamment le moment où Serizawa se prosterne plus ou moins devant Godzilla et lui dit adieu mon ami. C'est fort, je trouve. C'est très fort. Il a dédié sa vie à Godzilla et il meurt comme ça. Il ne pouvait pas mieux mourir que de cette façon. Très belle fin pour un personnage. Et puis d'ailleurs, notion de sacrifice, puisque plus tard, la mère, elle aussi, se sacrifiera à la fin aux grandes dames de sa fille et de son mari pour
pour permettre en gros à Godzilla d'avoir le temps de se régénérer et que Ghidorah la poursuive avec son projet Orca là, de trucs. Voilà, bon bref, vous verrez le film, hein. Vous avez vu le film si vous êtes là, donc vous comprenez. Le truc avec les ondes et tout, en fait, pour attirer Ghidorah loin de Godzilla autant qu'il se régénère, et là il se régénère, Super Saiyan, boum, au revoir, Ghidorah, il le bouffe carrément à la fin. C'est extraordinairement. Ouh, voilà. Donc, notion de sacrifice, ouais, c'est une thématique du film, c'est peut-être le seul truc intéressant dans le film, mais j'ai préféré largement le sacrifice de Serizawa que celui de la mère, même s'il est bien fait, c'est beaucoup plus stéréotypé celui-ci que l'autre. Voilà. Et donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur les spoils, en fait, finalement. Donc, on apprend l'origine de Ghidorah, quand même, qui est un monstre non pas enfin, précambrien machin, qui est venu sur la Terre, qui était sur la Terre. Non, il est venu d'ailleurs, des étoiles, apparemment. Et là, ça renforce là encore plus le côté Lovecraft, du coup, de ces grands anciens venus d'ailleurs. Ghidorah est un grand ancien. C'est Cthulhu, quoi, grosso modo. Enfin, c'est Cthulhu et tout le reste. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se déplace en tornade et tout. Voilà, donc, bon, c'est intéressant, c'est un peu explicatif quand même. C'est un petit peu peut-être trop bavard à ce niveau-là. Mais au moins, ça a le mérite d'être abouti et de lancer pas mal de choses pour plus tard. Maintenant, on ne peut qu'attendre le Godzilla versus King Kong. D'ailleurs, King Kong est... On mentionne Skull Island dans le film. D'ailleurs, dans le générique final, on est en train de teaser le Godzilla versus King Kong. King Kong, apparemment, ne s'est pas prosterné à la fin. Les autres monstres sont venus se prosterner devant Godzilla, qui a gagné donc. Mais pas King Kong. King Kong serait-il un rebelle? King Kong cacherait-il sous son île d'autres titans belliqueux? Va-t-il développer une armée pour attaquer Godzilla et prendre sa place en tant que alpha, en tant que roi des monstres, en tant que dieu? C'est peut-être ça ce qui nous attend dans le Godzilla vs King Kong. Allez savoir. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'était mon avis. Très... Ouais, je vous avoue que je suis encore un peu tourneboulé par ce film-là, visuellement parlant en tout cas. Donc c'est un peu moins clair que d'habitude, peut-être comme un procédé critique, mais peu importe, c'est le cœur qui a parlé avant la raison. Et voilà ce que donc j'ai pensé, je vais y arriver, de ce Godzilla 2, Roi des monstres. Et si j'ai oublié des choses, bah tant pis, on en reparlera en commentaire au pire. À la prochaine, ciao.